Messieurs, dames, bonjour. Je remercie l'association de m'avoir invité et je vous remercie à chacun et chacune de me faire l'honneur de votre présence ici pour cette présentation qui est basée sur un livre qui est ici, qui est les 7 invitations de l'univers. Donc vous avez ici une représentation qui devrait être quasiment accessible à tout le monde. De toute façon, on va les passer un petit peu tout en revue. Alors juste, légère présentation, qui suis-je? Eh bien, Hervé Bellu, je suis actuellement, j'enseigne le Kundalini Yoga et je fais des conférences un petit peu sur un certain nombre de choses. Et notamment, il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai fait un cycle de conférences intitulé « De la physique quantique à l'éveil des consciences », puisqu'en fait, je suis de formation scientifique, j'ai fait un diplôme d'études approfondies en astrophysique, et parallèlement, je pratique la méditation depuis l'âge de 12 ans, et j'ai commencé la thérapie vers 25 ans, et j'ai fait un long cheminement avec plusieurs dimensions, une dimension scientifique, une dimension spirituelle et une dimension thérapeutique. Tout ça, ça m'a suivi longtemps. Et puis, à l'époque de mes études, j'entendais parler du mode quantique, la physique quantique, qu'est-ce que c'était que la quantification des états d'énergie, etc. Et ensuite, pendant 10-15 ans, je n'ai plus du tout entendu parler du mot quantique, jusqu'à ce qu'il revienne beaucoup à la mode dans les autres domaines dans lesquels j'avais l'habitude d'intervenir, dans les domaines qu'on pourrait appeler de l'éveil de conscience ou de la spiritualité. Et le mot quantique est devenu très très à la mode, et on s'est mis à entendre des tas de choses. Et eh bien, un jour, j'ai décidé de... Comment dirais-je, puisque j'avais la chance d'avoir cette double compétence, cette triple compétence même, de pouvoir essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait dire en parallèle les uns avec les autres, en essayant de dire le moins de bêtises possible. Et lors de ces conférences, il y avait quelque chose qui m'avait marqué. Lorsque j'expliquais la quantification des états d'énergie, on commençait sur ce mot quantique, qui avait beaucoup changé de sens. Une fois, lors d'un de mes ateliers, j'avais demandé aux personnes, mais pour vous, quantique, qu'est-ce que ça veut dire? Et je me suis rendu compte, c'était des gens plutôt intéressés par la spiritualité et tout ça, et je me suis rendu compte que le mot magique aurait été encore mieux adapté finalement pour décrire la manière à laquelle il l'utilisait que le mot quantique. Parce que quantique, c'est très 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 précis. Ça vient de la quantification des états d'énergie qui est liée à une erreur, ce qu'on appelait la catastrophe ultraviolette, erreur mathématique, c'était un artifice mathématique, etc. Tout est venu de ça. Donc j'ai fait une conférence sur la physique quantique et éventuellement quelles conséquences on peut en avoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... C'est quand même pas pour rien que le mot quantique commence à venir de plus en plus dans les milieux au moins de la curiosité intellectuelle. Et j'avais pour habitude de citer Einstein. Il a un avantage, c'est qu'il est très connu, qu'il est très crédible. Et c'était quelqu'un, Einstein, il a eu le prix Nobel de physique, il faut le savoir, il l'a eu en travaillant sur l'effet photoélectrique. C'est-à-dire que sa grande œuvre, Einstein, c'est la relativité restreinte, la relativité généralisée, mais c'était tellement bouleversant qu'ils n'ont pas osé vraiment lui donner le prix Nobel là-dessus. Ils ont préféré sur l'effet photoélectrique. C'est lui qui a, à la suite de Planck, il a rajouté, il a dit qu'on pouvait appeler photons ces particules d'énergie, et il est parti là-dessus. Et moi, ce que j'aimais bien chez Einstein, c'est que, d'une part, Einstein, il est connu aussi pour avoir rejeté la physique quantique. Il disait, elle n'est pas complète. Une formule célèbre était qu'il disait, Dieu ne joue pas au dé. J'aime bien dire que s'il joue au dé, en plus les dés sont pipés. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Mais bref. Toujours est-il que pour expliquer, il y avait un truc très intéressant aussi chez Einstein, c'est que sa deuxième passion, c'était le violon. Or, le violon est une très bonne illustration pour moi de la quantification des états d'énergie. C'est-à-dire que si vous prenez... Qu'est-ce que la quantification des états d'énergie? Rien que le titre, déjà, c'est un peu compliqué. En revanche, si vous prenez une guitare, vous prenez une note, le mi, la première, boum, elle sonne sur le mi. Vous posez votre doigt et vous faites déplacer votre doigt, vous allez changer la fréquence au fur et à mesure. Mais avec une guitare, vous changez la fréquence de façon, justement, c'est ce qu'on appelle de façon discrète. Vous avez des baguettes.
Donc vous allez changer la fréquence de demi-ton en demi-ton. Maintenant, vous prenez un violon. Le violon, vous pouvez faire toutes les notes. Il n'y a pas de baguette. Donc vous posez votre doigt où vous voulez sur le manche du violon. Et à partir de là, vous avez absolument toutes les notes. D'ailleurs, tous ceux qui ont entendu un débutant en violon savent que ce n'est pas forcément toujours harmonique. Et c'est là que ça devient absolument fantastique. C'est qu'Einstein, il avait un côté rationnel. Ses calculs lui montraient la quantification des états d'énergie. Mais quand il en avait marre des calculs, et ça arrive, ça devait lui arriver pour lui comme pour tout le monde, il posait son stylo et il prenait son violon. Et qu'est-ce qu'il faisait avec son violon? Il était obligé de quantifier correctement la musique. S'il ne la quantifiait pas correctement, ce n'était pas harmonique. Et tout de suite, on le sentait. Et ça, au fur et à mesure que je creusais ces concepts, que je les présentais, je me dis, il y a quelque chose là-dedans. Et ce quelque chose, c'est devenu ma première invitation. Première invitation, alors je vais expliquer comment j'ai généré ce livre. Je suis parti du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a toujours existé et qu'est-ce qu'a fait l'univers? Et ensuite, j'ai considéré que c'était comme des propensions, des propulsions que nous donnait l'univers, qui avait agi sur toute partie de l'univers. C'était à partir même du début, où il n'y avait rien du tout. Et ensuite, avec la création des grandes forces, la création des atomes, la création des photons, toutes ces choses, etc. Donc j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui avait toujours existé. Qu'est-ce qui a toujours existé, dès le début, dès le Big Bang, c'est finalement l'énergie. Et cette énergie, avec cette caractéristique très interpellante, qui est qu'elle est quantifiée. Et il y avait un mot qui m'avait interpellé dès mes études, dès mon enfance, c'est ce mot d'harmonique. Et même quand j'ai vu en mathématiques l'équation des harmoniques, je me dis, mais c'est incroyable, pour moi l'harmonique, c'est quelque chose qui est beau, quoi. C'est quelque chose qui est harmonieux. On ressent tous ce que c'est quelque chose qui est harmonieux. Et puis d'un seul coup, mathématiquement, il y avait l'harmonique qui arrivait. Il y avait un truc qui m'interpellait un petit peu là-dessus. Et en fait, on peut tous ressentir, on a tous comme une clé qui nous permet d'aller ressentir l'harmonie. Alors certains vont le ressentir, ils vont aimer la beauté des créations intellectuelles, des créations mathématiques, pourquoi pas. Les Grecs enseignaient la musique, la mathématique et la philosophie. Et d'autres, par contre, ça va être simplement le ressenti, ça va être juste, je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont plutôt sur d'autres modes de perception de l'énergie, dans lesquels on sent que ça va bien vibrer ou que ça ne va pas bien vibrer, ça va vibrer haut ou bas, etc. Donc on a vraiment, partout, depuis le début, on a ces photons, on a cette énergie. Cette énergie, elle génère un principe créatif, mais avant, elle génère déjà une harmonie. Je dirais que c'est une harmonie potentielle. Quand on prend une corde de guitare, une toute seule, vous allez pouvoir la faire vibrer que sur sa fondamentale ou sur ses harmoniques. Vous savez, un guitariste, des fois, il fait sonner il approche son doigt de la guitare et puis pouf, il sonne d'un seul coup à l'harmonique. Il fait sonner la corde exprès à l'harmonique, au lieu de vibrer en une seule fois, elle vibre en deux fois, etc. Donc ça, c'est la première chose qu'on a trouvée partout. Alors dans mon livre, ça prend un gros chapitre, avec une partie en italique, où je dis, bon, si c'est un petit peu trop compliqué, vous la sautez, c'est pas grave, parce que franchement, les explications de la quantification de l'énergie, des harmoniques, etc., ça peut être très compliqué intellectuellement, mais se reconnecter à la source, chacun peut arriver à se comprendre et à trouver assez rapidement qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Pour certains, ça va être la peinture, pour d'autres, ça va être un paysage, la nature, etc. C'est la première invitation. Et l'intérêt des invitations, c'est que quand même, finalement, on a une grosse différence un petit peu par rapport au reste de la création. C'est qu'on a tendance à facilement se déconnecter. Facilement se mettre sur un mode intellectuel, sur un mode de stress, sur un mode où finalement les choses ne deviennent plus faciles. Elles ne sont plus dans l'aisance, elles ne sont plus dans la facilité. Les invitations que j'ai essayé de trouver, c'était justement ce qui nous permettait d'aller percevoir dans notre environnement qu'est-ce qui allait nous aider à avancer. Alors, cette invitation, que j'ai représentée comme ça, c'est comme une roue. Je l'ai indiqué, bon, je n'ai pas mis le titre, mais cette figure s'appelle la roue des 7 invitations. Et dans notre vie, en fait, tout élément
de l'univers, de l'atome aux galaxies, mais aussi la biologie. Dans chaque chapitre, je me suis attaché à vraiment décrire et trouver des extraits dans chaque domaine, depuis le microscopique, le nanoscopique, dirais-je presque, jusqu'au macroscopique, en passant par le mésoscopique, c'est-à-dire ce qui est à la dimension de l'homme. Et donc, en fait, dans l'univers, tout va se passer comme ça, tout élément de l'univers va ressentir, être porté, être engendré par ces 7 invitations. Mais la première, en tout cas pour nous en tant qu'êtres humains, elle se suffirait à elle-même. C'est-à-dire que la roue, pour la faire bien tourner, si vous imaginez que le centre est très très bien développé, elle va très bien tourner. Il n'y a même plus besoin de la périphérie. Mais comme finalement on s'est quand même un petit peu déconnecté de cette source, de cette origine, que certains vont appeler le divin, que d'autres vont appeler l'harmonie, d'autres vont appeler... il y a plein de noms. Eh bien, on peut ensuite essayer de voir quels outils on peut utiliser. Et là, j'ai séparé cette roue en 2 parties. Il y a cette partie-là, la périphérie, qui est la croissance, la montée en pression, dirais-je, hein, une sorte de dynamique. C'est un peu comme l'inspiration. Elle est constituée de 3 invitations qui sont créer, innover, partager, communiquer, oser, persister et s'individuer. Et ensuite, derrière, alors je vais les passer en revue pour voir qu'est-ce qu'elles veulent dire exactement. Et ensuite, derrière, il y a trois autres invitations. J'ai changé la couleur, c'est des invitations de détente. Et bien souvent, dans nos sociétés occidentales, on a tendance à être un petit peu décalé, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur cette partie-là. La société elle-même, elle nous impose beaucoup cette partie-là qu'on va voir. En revanche, faire confiance, ça a complètement disparu. Vive l'instant présent, forget it. Quant à se reposer, on parlait tout à l'heure au repas de la sieste, c'est quelque chose qui est finalement très... On sait que c'est très bénéfique, c'est évident, on est même plus, comment dirais-je, on est plus productif si on fait la sieste, mais on ne s'autorise surtout pas à faire la sieste, on ne peut pas s'autoriser à faire la sieste. Donc il faut essayer de retrouver par des artifices artificiels ceux qui normalement, les artifices artificiels, faut le faire quand même. Hein. Bon, les gens cultivés ici savent que ça a un nom, moi je ne sais plus lequel c'est, mais enfin bref, c'est une faute de français, je suis d'accord. Donc on va retrouver un petit peu toutes ces choses-là et essayer de voir ensuite comment on va utiliser cette invitation. Mais d'abord la présentation de la roue. Vous partez du Big Bang. Il y a 13,7 milliards d'années, quelque chose comme ça. À l'origine, il y avait à peu près rien, il y avait une singularité, tout était que potentialité. Et on ne peut pas, en fait, le Big Bang, on le sait, c'est quand on voit l'univers tel qu'il est aujourd'hui, on constate qu'il est en expansion par un certain nombre d'indices qui aujourd'hui sont vraiment consciencieux au niveau de la société scientifique. Et en revenant dans le passé, il y avait un moment où c'était beaucoup plus petit, donc plus chaud, donc, etc. Et tout se passait comme si c'était né d'une grosse explosion. D'ailleurs, Big Bang, c'était un mot qui avait été proposé en dérision face à la personne qui avait proposé en premier. Je crois que c'est Hubble, mais je ne suis pas sûr. Il y a un certain nombre de gens qui ont travaillé dedans. Bref, au début, conditions de pression, de température extrême, et puis, grâce au Big Bang, ça se refroidit. Tant que les conditions de température et de pression sont extrêmes, il n'y a pas grand-chose qui peut exister, sauf de l'énergie, je dirais, très, très pure, très forte. Et puis, au fur et à mesure que ça se refroidit, et bien là, il y a un processus de création qui commence à se faire. Il y a la création des grandes forces, il y a 4 grandes forces en physique, qui sont la force de gravitation, grâce à laquelle nous sommes sur le sol, sinon nous serions peut-être là-haut, la force électromagnétique, bon évidemment le magnétisme, tout ça vous connaissez très fort, 2 forces nucléaires, qui sont l'interaction faible et l'interaction forte, responsables de la chaleur que nous donne le Soleil, mais en gros, les forces nucléaires, on n'est jamais concerné. Donc en gros, dans notre vie quotidienne, on est concerné par la gravitation et par la force électromagnétique. Ce qui est un bon argument pour dire que tout ce qui est... tous les phénomènes sont de la force électromagnétique. Si j'arrive à tendre mon bras comme ça, c'est de la force électromagnétique. Si je le garde longtemps, la circulation des ions me permettant
Parce qu'à un moment ou à un autre, la force électromagnétique, c'est une particule chargée qui en attire une autre. C'est ce qui se passe dans les fibres musculaires. Le fait de le faire beaucoup, ça fait circuler les ions et donc ça recharge le champ magnétique automatiquement. Donc, ça crée et ça innove. Alors ça démarre, hein, on ne va pas tout passer en revue. D'abord, on va créer après le Big Bang, il va se créer les galaxies, puis ensuite dans les galaxies, avec la création des atomes, il va se créer les étoiles. Dans les étoiles, il va se créer les éléments lourds, parce que c'est ce qu'on appelle les fours stellaires. Avec les éléments lourds, on va pouvoir faire on va disposer d'une palette d'éléments beaucoup plus riches que celle qu'il y avait au début, puisqu'au début c'était principalement de l'hydrogène et un tout petit peu d'hélium, à peu près 10% d'hélium dans ces eaux-là. Grâce aux fours stellaires, on crée les éléments lourds. Ensuite, les étoiles, quand elles arrivent en fin de vie, elles explosent et elles vont féconder l'univers. Ensuite, l'univers, il va créer des systèmes solaires. Après ça, dans des systèmes planétaires comme ça, les planètes qui sont trop petites comme les nôtres, elles retiennent plus l'hydrogène. Donc, au lieu d'avoir 80% d'hydrogène et très peu d'éléments lourds, on se retrouve avec beaucoup d'éléments lourds. Et là, ensuite, on peut avoir la création de la chimie, les réactions chimiques, et puis ensuite des réactions biologiques, et puis etc., etc., etc. Il y a toujours, depuis le début de la création de l'univers, il y a toujours de l'innovation et de la création. C'est pas la peine d'en dire plus, hein, je crois qu'on est tous là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est celle-ci. Partager, communiquer. Vous prenez déjà, je vous ai parlé du cycle de création des atomes lourds à l'intérieur des étoiles. Faites un petit tour sur Internet pour regarder les cycles de création du carbone, etc., les différents cycles de création d'atomes lourds à partir de l'hydrogène. Je les ai mis en annexe sur le livre. Et en fait, on constate qu'il y a des éléments intermédiaires. C'est-à-dire que ça va passer par d'autres atomes. Déjà, au niveau nucléaire, c'est pas juste une entrée, une sortie, et on travaille tout seul. C'est une entrée, des intervenants intermédiaires et une sortie. Ensuite, au niveau de la chimie, c'est pareil. Vous avez entendu parler des catalyseurs, les pots catalytiques, etc. Un catalyseur, c'est quoi? C'est quelque chose qui rentre dans une réaction chimique, mais quelque part, il ne rentre pas dans la réaction chimique. La fameuse couche d'ozone, là, vous savez, qui est en train d'être détruite, là, on sait que les atomes de fluor, quand ils arrivent là-haut, ils sont capables de détruire des molécules O3, qui sont l'ozone. Ils vont les détruire, et un seul atome va détruire un million de molécules, d'ions ozone, qui sont la fameuse couche d'ozone qui protège des rayons ultraviolets. Parce que normalement, c'est les rayons ultraviolets qui cassent ces molécules, et c'est en les cassant qu'elles perdent leur énergie, et c'est ce qui nous protège, qui empêche, sinon la vie ne pourrait pas se développer, puisque ça casserait les molécules de vie à ce niveau-là. Eh bien, au niveau de la chimie, pareil, rien ne se fait seul. Il y a toujours des partenaires un peu partout. Au niveau de la biologie, c'est pareil. Il y a des symbioses. Jean-Marie Pelt, qui vient de décéder il y a quelques mois, je pense que vous connaissez peut-être, et il a écrit un très beau livre avec Pierre Rabhi, et tout son livre, c'est la troisième invitation. Partager, communiquer. C'est juste montrer qu'en fait, on est toujours en interaction les uns avec les autres. Alors déjà, c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que c'est notre nature d'interagir, de partager, de communiquer. Et puis, les gens qui ont tendance à vous décrire l'homme comme un énorme égoïste qui pense qu'à lui et qui n'a aucun contact avec les autres, c'est un petit peu de la courte vue. Parce que franchement, si nous ne nous étions pas organisés comme nous le sommes, rien de tout ça n'existerait. Je veux dire, tout ça, c'est bien parce que collectivement, nous avons un niveau d'organisation extraordinaire et nous sommes toujours en communication et en partage. Mais on peut probablement l'améliorer. Très certainement. D'ailleurs, ça c'est le sujet de mon précédent livre, qui est l'éveil des consciences, qui est de montrer qu'on arrive à une phase de saturation et il faut passer sur un autre mode de fonctionnement collectif pour pouvoir passer. Collectivement, on est plutôt sur
troisième chakra, c'est-à-dire sur l'ego, chacun pour soi, et la montée de l'énergie, après le troisième chakra, contredite-moi si je me trompe, c'est le cœur, quoi. Et le cœur, c'est le partage. Donc collectivement, on est forcément aussi obligé de passer à ce niveau-là. Eh bien, l'univers, depuis le début, il n'arrête pas de nous le dire. Il nous envoie plein de messages dans ce sens-là. Ensuite,